Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info. Nous sommes le mercredi 20 juillet et voici les titres de ce journal de milieu de semaine. La Covid a été longtemps au cœur des conversations ces dernières années. Une nouvelle maladie dont on parle de plus en plus, la variole du singe. Il y a environ 1000 cas en France, il y en a dans le sud-est et très récemment, un cas vient d'être diagnostiqué au CHPG. Restez avec nous, nous serons dans quelques secondes avec le chef du service épidémiologie de l'hôpital. Olivia Quetapers nous expliquera très concrètement ce qu'est la variole du singe. Nous ouvrirons une page sport avec entre autres un point sur les nouvelles recrues de la SMFC pour ce mercato. Nous serons avec Paul Mitchell, le directeur sportif qui présentera les ambitions du club. Après du sport, de la culture et la dernière pièce jouée dans le cadre du Fort Antoine, Pueblo, entre humour, tendresse et humanisme. Suite de notre série de reportages culinaires, aujourd'hui il sera question de Méditerranée avec la maison Fonfon. Et enfin, vous le savez, nous traversons une grosse vague de chaleur avec des pics et des records. Nous vous avons donc demandé quels étaient vos petits secrets ou vos astuces pour mieux vivre ces températures élevées. Je vous l'ai dit à l'instant, on parle de plus en plus de la variole du singe. Pour vous éclairer sur ce sujet important, sans vous inquiéter mais en étant le plus factuel possible, nous sommes avec le chef du service épidémiologie du CHPG, Olivia Quetapers. Bonsoir. Bonsoir. Outre la Covid-19, on parle en ce moment aussi de la variole du singe. Il y a environ, je crois, 1000 cas en France. Avant de rentrer dans le détail et le constat sur la Côte d'Azur et même Monaco, d'un point de vue médical, qu'est-ce que la variole du singe ? C'est une maladie qui est essentiellement à expression cutanée, c'est-à-dire qui donne des lésions sur la peau, qui ressemblent un petit peu aux lésions de la varicelle, avec une évolution de ces lésions qui font des petites bulles et puis qui finissent en croûte. Et ces croûtes finissent par tomber. Et dans quelques cas, qu'on n'a pas d'ailleurs observé pour l'instant en France, il peut y avoir des complications. Ça a été décrit, des pneumonies ou des encéphalites, donc des choses beaucoup plus graves. Mais pour l'instant, de ce qui a été observé majoritairement, ce sont des lésions essentiellement cutanées. Donc quand on a ces symptômes-là, on va à l'hôpital, qu'est-ce qu'on doit faire ? On peut effectivement aller à l'hôpital en prévenant un petit peu qu'on arrive pour ce type de lésions. Et puis on peut aussi en parler avec son médecin généraliste. Alors j'ai lu que c'est une maladie qui concerne essentiellement des hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, les travailleurs du sexe ou lorsque l'on a des partenaires multiples. Et en même temps, en préparant cet entretien, j'ai lu qu'il suffisait de toucher quelque chose de contaminé, par exemple, et de me frotter le nez ensuite avec ma main, et je peux l'attraper. Du coup, je ne comprends plus rien. Vous pouvez nous éclairer là-dessus ? En réalité, tout le monde peut attraper cette maladie. Ce n'est pas la maladie qui touche uniquement les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. C'est juste le virus qui se transmet donc dans des conditions de contact rapproché et donc de contact de peau à peau, par exemple, ou de muqueuse à muqueuse. Il y a aussi probablement un volet de transmission par gouttelette ou par l'air en fait. Mais aussi vous comprenez bien que c'est le cas pour la grippe ou pour d'autres virus. Si le virus se dépose sur une surface et que vous touchez la surface, vous pouvez après vous contaminer par l'intermédiaire de cette surface. Voilà, pourquoi on stigmatise selon vous une partie de la population, notamment les homosexuels ? Donc là, si vous voulez, c'est l'émergence de la maladie qui trouve apparemment sa place au moment d'une fête un petit peu entre homosexuels masculins qui a favorisé ces contacts et donc la dissémination derrière. Et c'est pour ça qu'on a surtout des homosexuels atteints, mais pas que. Donc c'est pas 100%. Et donc non, l'idée c'est surtout pas de stigmatiser. Concrètement, est-ce que c'est une maladie dangereuse ? Comme je vous ai dit, pour l'instant, je pense que voilà, il n'y a pas de raison que ça change. C'est sous surveillance, mais il n'y a que des cas tout à fait résolutifs et donc des cas cutanés sans complications. Il peut néanmoins y avoir des cas plus graves, notamment chez des personnes qui sont immunodéprimées, par exemple. Des cas graves ont été décrits, mais là, c'est pas une maladie dangereuse entre guillemets, même si elle a un potentiel de complications, comme souvent ces maladies virales. Et quelle est la différence entre la variole traditionnelle que l'on connaissait il y a quelques années et la variole du singe ? Alors, la variole
traditionnelle, si on peut dire, et qu'on connaissait il y a quelques années. Elle a été éradiquée en 1979. Pour l'instant, le vaccin dont on dispose pour la variole du singe, c'est quand même un vaccin contre la variole que vous appelez traditionnelle, l'ancienne variole. Mais qui marche à 80-85%, je crois, c'est ça ? Qui marche très bien avec une réaction croisée, en fait. Alors, il y a des cas sur la Côte d'Azur. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a des cas à Monaco ? Oui, il y a à ma connaissance un cas confirmé et là pour l'instant, par exemple, aujourd'hui j'ai 3 patients avec une suspicion. On parle de vaccination au CHU de Nice. Est-ce qu'il est envisageable de vacciner à Monaco là prochainement ? Les demandes sont faites au niveau du gouvernement justement pour qu'on dispose de ces vaccins qui évidemment ne sont pas en vente comme ça libre parce que bon, c'est un phénomène nouveau et pour l'instant il faut le temps de se retourner. Mais effectivement le gouvernement a demandé ces vaccins et il est tout à fait possible de l'envisager, je pense. On sait si cette maladie peut circuler plus largement à l'avenir ? Je crois que le Covid nous a appris beaucoup de choses, mais entre autres choses, à être extrêmement prudent. Donc les conclusions, pour l'instant, on n'en tire pas, on surveille, mais on n'est jamais à l'abri. Qu'est-ce que vous avez envie de dire pour finir aux téléspectateurs qui vous regardent concernant cette maladie, la variole du singe ? Les rassurer, leur donner des conseils ? Oui, les rassurer, dire qu'il y a encore un vaccin, donc ça c'est quand même merveilleux. Alors vous avez parlé de vaccin, ça m'amène à une autre question, est-ce qu'il y a un traitement ? Il y a des traitements qui sont pas couramment utilisés parce qu'ils ne sont utilisés que dans les cas graves. Donc comme je vous l'ai dit, pour l'instant il n'y a pas de cas graves, donc ils ne sont pas utilisés. Mais oui, effectivement, il y a des traitements. Voilà, on attend, on évite de se gratter, quoi. On évite de se gratter, on ne sort pas et on protège, donc on protège son entourage. Olivia Quetapers, merci de nous avoir éclairé sur cette maladie qui est la variole du singe. Je vous en prie. On change totalement de sujet et on ouvre une page sport. J'ai 4 noms à vous donner. Tout d'abord en athlétisme, l'Américain Grant Holloway au 110 mètres haies sera au départ du meeting Hercules le 10 août, tout comme la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce au 100 mètres. En basket, Lélie Alpha Diallo prolonge de 3 ans avec la Roca Team. Et enfin, en football féminin, Laurent Bagny, ancien entraîneur de l'ASMFC, sera la saison prochaine le nouvel entraîneur de l'AS Monaco football féminin qui évolue en Régional 1. Et puisque l'on parle de foot, une conférence de presse a été organisée par l'ASMFC pour présenter officiellement les nouvelles recrues du Mercato, pour le moment au nombre de 3. Voyez ce reportage d'Émilie Rousseau et Alexandra Marangoni. Ils sont les premières recrues du mercato estival de l'AS Monaco. Takumi Minamino, Brel Mbolo et Thomas Didillon se sont prêtés au jeu des questions-réponses ce mercredi au centre de performance de la Turbie. Le premier à se présenter devant la presse s'appelle Takumi Minamino. Bonjour. L'ailier japonais s'est engagé jusqu'en juin 2026 avec le club de la Principauté. Après plusieurs saisons en Première Ligue sous le maillot de Liverpool ou Southampton, il va connaître pour la première fois le championnat français, un championnat qu'il qualifie de tactique et dynamique. そうですね。モナコが一番早く僕に対して、アプローチをしてくれたっていうのが一つと、監督と、ポールと話をしたときに、彼らのプロジェクトにすごく共感したし、そのプロジェクトの一員として、この素晴らしいチームで自分のキャリア、また新しいキャリアを築いていこうというふうに、思ったからです。 Autre joueur, même profil offensif. Brel Mbolo vient du championnat allemand. L'international suisse a paraphé un contrat de 4 ans avec l'AS Monaco et arrive avec beaucoup d'ambition. Je suis puissant, j'aime jouer offensif et c'est ça que notre équipe fait. Et du coup, ça se connaître maintenant avec mes coéquipiers, à trouver des bons choix au bon moment et d'aller chercher les objectifs du groupe. C'est le plus important. Enfin, si je marque, c'est bien. Mais le plus important, c'est toujours gagner le match. Et c'est cette mentalité que j'ai, c'est de travailler, de tout donner pour gagner. Et après, si tout déroule bien, tout le monde profite. Et enfin, dernière recrue annoncée aujourd'hui par la Maison Rouge et Blanche, le gardien Thomas Didillon. Arrivé du Cercle Bruges sous forme de prêt, il vient apporter toute son expérience à ce poste, même s'il aura qu'un rôle de doublure. Le mercato de l'AS Monaco est loin d'être terminé. Le club compte bien encore se renforcer pour être le plus compétitif possible cette saison.
Et nous sommes pour poursuivre cette thématique footballistique avec le directeur sportif de l'ASM, Paul Mitchell. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez organisé une conférence de presse pour présenter, on l'a vu, 3 joueurs. Je voudrais que l'on parle de Takumi Minamino. Que pensez-vous de ce footballeur international japonais? Pourquoi avoir voulu le recruter? Well, Takumi is a player we've known for quite some time. Obviously, has a history with the Red Bull family, like myself. We watched his great performances in Europe and domestically for RB Salzburg. And then all of us, of course, have followed his journey in the successful organisation of Liverpool Football Club. I think he brings great dynamicism, great maturity. I think he comes at a time where he's hitting his peak physically, technically, tactically. He brings goals, he brings an exciting offensive element. But also he brings a multi-functionality where he can play in multiple positions extremely well to a high level. And I think we've seen the greatest compliment is always from your old coach. And we saw some high words of praise from Mr. Jurgen Klopp on Takumi, on Taki, and his arrival no doubt can enhance our chances of success this season. Autre nouvelle recrue également, Brel Mbolo. Même question, pourquoi ce joueur? Braille also is someone we know very well, having played the majority of his career in Germany. He broke onto the scene with Basel in a very exciting way. He had a major transfer to Schalke, where unfortunately injuries and bad luck caused his career to slow down a little bit. He made the movement to Mönchengladbach, where he became a key performer for them in offence, in attack. He also brings an element where he can play multiple positions, and I think he's the perfect complement with our current 3 strikers in Myron, Kevin and Ben, that all can play together, and he brings a presence, a power, a height and a velocity to his play that can once again bring a new weapon to our forward offensive line. Alors la question est peut-être un peu naïve, mais ce sont 2 joueurs offensifs. Avec les attaquants que vous avez déjà, est-ce que ce n'est pas tout simplement de trop? I think last year, I've joked about this in the recent interview, I was criticised and we was criticised for not having enough weapons, not having enough selection, not having enough depth and firepower in the offensive line. We've added 2 new ones. We wanted to add some more maturity with Breel at 25 and Taki at 27. So we wanted to give the coach some real firepower. We wanted to excite the fans by bringing 2 quality players to go with a great array of offensive talent. I think AS Monaco always has to be a team that plays an attractive, offensive, controlled, aggressive style of football. And we're hoping with these 2 new exciting signings, as well with the great offensive quality we got, we can really have an exciting season full of goals, full of attacking quality, and really get the fans off their seats this season. Et en termes d'arrivée et de départ, est-ce que des joueurs de Monaco, notamment peut-être du côté offensif, sont sur le départ? I think not necessarily. I think depth is going to be important this year. This year is like no other. You know, we have a very extreme games program because of the congestion that having the World Cup in the middle of the season creates. So it's a little bit of the unknown. And for us, we want competition. A club like AS Monaco, with its size, with its history, needs great players competing every day in the right environment to bring the club and the team to its maximum of performance. So not necessarily. We want as many good players in the building and in the squad, what no doubt will be a difficult season as always, but hopefully a successful one. Vous avez d'autres pistes, d'autres volontés de recrutement? J'ai entendu parler par exemple de Boubakary Soumaré, de Thiago Gouveia. Vous avez d'autres pistes? We're always open to strengthening the squad. That's the task in every mercato. How do we come into them and how do we exit them in the best way for the club? But with the strength of depth that we have, with the quality of young players coming up from the academy, with the quality that we already have, we also have to be careful. We have to be careful that we choose the right profiles at the right time to bring important elements into the group, because we don't want to make a mistake. We don't want to bring a player that doesn't instigate heightened performance levels. So we will be open, we will be active, we will be working incredibly hard to be on the market as always to the last minute, but it's important to make the right steps at the right time, as we've shown over the last 2 seasons. Tout début août, vous allez jouer le 3e tour préliminaire de la Champions League face au PSV Eindhoven. Un mot sur cette équipe, comment vous allez aborder ce match? Yeah, in terms of our approach, we were the first club back in France for training camp.
We wanted to take the experiences of last year's playoffs. We want to be stronger, faster, fitter, healthier. I think the holistic squad is much stronger than last season. We built year on this, the development of the players. There's a really good energy. The team is working incredibly hard and pushing to the maximum limits to be at the best we can be when we come into PSV. PSV, unfortunately this year we wasn't seeded. PSV will pose a great task, a great challenge, as we saw in the Europa League last year. They're a very good team. They have a rich history in the competition, so it will be tough. But like every year, we'll attack, we'll go into the game wanting to win, and we'll be the best prepared we can possibly be after a hard, diligent pre-season. And we're looking forward and we're excited to the challenge. On va bien sûr continuer à suivre ce mercato avec une grande attention. Paul Mitchell, merci. Merci, bonsoir. En bref, quelques mois après le lancement par le prince Albert II du premier cloud souverain d'État en Europe, les services de Monaco Cloud viennent d'être homologués suivant la méthodologie recommandée par l'Agence monégasque de sécurité numérique. Le cloud souverain a pour ambition d'héberger la plupart des applications et données de l'État et d'être leader sur le secteur privé tout en garantissant les plus hauts standards mondiaux de sécurité. La Fondation Prince-Pierre de Monaco vient de présenter les 2 œuvres sélectionnées par le Conseil artistique pour le prix international d'art contemporain. Ce prix récompense tous les 3 ans une œuvre récente. Ont été retenus à Nguyen Trinh Thi pour son œuvre How to Improve the World et Christine Sun Kim pour sa performance The Star Spangled Banner. La saison estivale du théâtre Fort-Antoine se poursuit cette semaine avec le spectacle Pueblo. C'est un récit d'humains en périphérie, ceux qui ne font pas partie de l'histoire des centres-villes. Yannick Debever et Alexandra Marangoni ont suivi cette représentation. Le décor est réduit au strict minimum. Un bureau, des rideaux et un homme qui raconte ce qu'il voit à travers sa fenêtre. Tout le monde regarde par sa fenêtre, mais personne ne regarde les autres. On regarde tous par sa fenêtre, à travers cette fenêtre-là notamment, on regarde à travers ses écrans, on regarde à travers toutes les fenêtres, mais sans jamais comprendre la vie des autres, réellement. Sans jamais tenter de s'en rapprocher. On les regarde de loin et on regarde même les vies qui nous ressemblent le plus possible. Les autres nous paraissent scandaleuses et nous rassurent par leurs scandales, etc. Et on reste à distance et permettent de démarquer et de permettre de mettre des limites, des démarcations. Alors, David Murgia propose d'imaginer la vie de différentes personnes, une manière de se rapprocher d'eux et comprendre une autre réalité. Cette pièce est un jeu de narration entre différents personnages que tout le monde connaît ou croit connaître. Par exemple, on parle des grévistes ou de la prostituée que quand il y a eu un crime à côté, mais jamais du quotidien de la prostituée. Là, c'est un peu rendre une histoire et un récit long et quotidien et banal, y compris, à des personnes qui sont des oubliées de la société. De la caissière à l'essai devenue reine du supermarché à la prostituée en passant par l'enfant gitan, David Murgia raconte ceux pour qui la vie s'écrit en marge. Pour appuyer l'élocution du comédien, des passages musicaux viennent concrétiser l'imaginaire et apporter de l'intensité au banal. La musique, c'est une autre parole, c'est un autre récit. Elle raconte des choses qu'on ne peut pas dire avec des mots. Les mots déjà essayent de créer des images et la musique vient soutenir ces images, les assembler, les lever. Et donc c'est vraiment un outil. C'est un outil de travail, à vrai dire. C'est un outil de travail sur lequel on vient déposer des mots pour essayer de créer des images. Connu du public monégasque, David Murgia s'était produit sur cette même scène du Fort-Antoine l'année passée avec ses amis du Raoul Collectif pour la pièce Le Signal du Promeneur. Ce mardi, avec Pueblo, les spectateurs ont pu suivre une ode à l'imagination et un hommage vibrant aux oubliés. Continuons notre série de reportages consacrés au restaurant de la Principauté. Coup de projecteur sur la maison Fonfon, dans la pure tradition de la cuisine méditerranéenne. Vanessa Dessy et Julien Logier étaient sur place. Une cuisine du Sud en toute simplicité. Voici ce que vous allez pouvoir déguster à la maison Fonfon. Le nouveau restaurant sur le port de Fontvieille vous transportera directement vers la Provence. On a voulu faire un petit clin d'œil à ce qui est la cuisine du sud de la France, qui part de la Riviera italienne, qui finit vers Saint-Tropez. Et donc je pensais que c'était une cuisine qui manquait à Monaco, paradoxalement. Si vous réfléchissez, il y a beaucoup d'autres établissements qui n'offrent pas cette typologie de cuisine. Mais on voulait faire quelque chose d'un peu plus frais, un peu plus pas trop lourd. C'est le premier restaurant que j'ouvre où on me dit « mais bravo, il manquait alors que d'habitude, il n'y a pas eu cet engouement. Donc, et surtout aussi le fait que ce soit sur Fontvieille, que ce soit pour une clientèle vraiment de résidents, de locaux, de gens qui travaillent. Je pense que ça match.
Considérée depuis de nombreuses années comme une cuisine vieillotte, aujourd'hui la tendance est au retour à des menus sains et simples. Après avoir parcouru le monde toujours avec son esprit créatif, Riccardo Girodi élabore des plats traditionnels revisités. Très inspiré par les marchés de Nice, Menton et Monaco, le chef choisit ses produits en fonction des arrivées du jour. Évidemment, c'est les plats classiques, mais j'essaie chaque fois de réinterpréter un petit peu les nouveautés. Donc mes plats préférés, c'est la tarte tatin à la tomate, ça c'est vraiment pas mal. On a une pizza saladière faite avec notre base de pizza qui est un peu fameuse avec la maison Perrin qui nous a fait les oignons. On a des crevettes tièdes qui sont délicieuses. On a les mini pain bagna, un peu comme les bisbars et les mini burgers. Ici, on a fait les mini pain bagna. On a les grands classiques, les loups en croûte de sel, l'agneau au thym. On a des petites piccata au citron de Menton. Donc voilà, on reste sur une cuisine assez simple. Nappe blanche, assiette en faïence, objets méditerranéens sur les étagères et fresques murales. La décoration colorée aux notes provençales et à consonance latine a été pensée de façon à s'imaginer en vacances. On a pris un décorateur, Cédric Capron, qui est très bon. On a pris Franck Lebrali pour faire vous allez voir, toutes les fresques. Donc on a voulu dire, on se met une seconde en vacances sur le port, tout simplement. Voilà. Moins rigide sur la carte, car l'établissement travaille surtout avec les saisons. Maison Fonfon propose plusieurs formules possibles pour le déjeuner et pour le soir, encore plus de plats au menu. Les températures atteignent cette semaine des records sur l'ensemble de l'Europe. La principauté n'y échappe pas, bien qu'au bord de la mer avec les entrées maritimes. Alexandra Pani et Lionel Bernardi sont donc allés à votre rencontre dans la rue pour vous demander vos conseils pour lutter contre cette vague de chaleur. D'aller à la plage le matin très tôt, de boire pas mal d'eau, de rester au frais, d'allumer la clim si on l'a. Je bois beaucoup et j'ai une bombe de brumisateur que je m'applique quasiment toutes les demi-heures. Je trouve un peu d'eau, je me mouille. Si j'ai une bouteille d'eau, je bois. Bien se rafraîchir les poignets, le cou, les joues, se laver les mains souvent. Restez chez soi, restez chez vous et pas sortir. On attendait le soleil depuis toute l'année et donc il fait un petit peu chaud, mais il faut s'hydrater et puis ça va, ça le fait quand même. Ça le fait quand même. En tout cas, c'est l'occasion de faire le plein de vitamine D. Si la pluie est attendue avec impatience, en revanche, Alexandra, on va devoir être patient. Pas d'eau de prévu pour ces prochains jours. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Effectivement, encore un ciel très ensoleillé pour la journée de jeudi et des températures qui dépassent encore les 30 degrés. Une très légère brise soufflera. Du côté des plages, l'eau est à 27 degrés. Ne vous exposez pas aux heures les plus chaudes de la journée. Le soleil se couchera à 21h07 précisément et nous fêterons les Victoires en ce 21 juillet. Après la météo et le micro-trottoir sur la chaleur, les photos de fin de journal de Stéphane Dana sont consacrées également aux températures élevées et aux stratagèmes pour éviter les coups de soleil. Ce journal est terminé. Je vous propose de retrouver demain 19h Émilie Rousseau à la présentation. Passez une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir. Yeah.